Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. À la une de l'actualité ce soir, le Togo n'est pas assez connu en Afrique pour l'exploitation des ressources naturelles et son industrie extractive. Pour les ressources déjà en exploitation, les chaînes de valeur ne sont pas entièrement développées. Les détails dans ce journal. Aussi, les populations de Doufelgo, de Dongben et de Loti sont de moins en moins vulnérables sur le plan sanitaire. L'utilisation des services sanitaires est en hausse, nous y reviendrons. À l'international au Sénégal, suite à 2 jours de débat, la commission de dialogue national propose le 12 juin comme date pour le premier tour des élections présidentielles, juste avant la saison des pluies, conformément à la promesse du président Macky Sall. Toutefois, cette suggestion est déjà source de controverses, de précision dans un instant. Puis nous nous tournons vers le Nigeria où une grève de 2 jours a débuté ce mardi à Lagos, organisée par le syndicat du travail en réaction à l'inflation croissante et aux défis économiques. Cette manifestation pourrait entraîner la fermeture des services essentiels. On y revient. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous. Le Togo n'est pas assez connu en Afrique pour l'exploitation des ressources naturelles et son industrie extractive. Pour les ressources déjà en exploitation, les chaînes de valeur ne sont pas entièrement développées, mais elles contribuent au budget annuel du pays. Le constat de Bernard Quinvy. Le réel potentiel minier du Togo reste assez méconnu, mais le secteur contribue au produit intérieur brut du pays. Selon le dernier rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, 3 sociétés, à savoir SNPT, Wassem et Scan Togo, contribuent le plus au budget annuel de l'État. Ces sociétés précitées enregistrent une contribution à hauteur de 85% de la part totale des entreprises extractives. Toutefois, pour les ressources déjà exploitées, les chaînes de valeur ne sont pas entièrement développées, bien que les pouvoirs publics multiplient les efforts afin de développer les chaînes de valeur, surtout avec le phosphate. En réalité, le Togo dispose des 4e réserves de phosphate au monde, estimées à plus de 60 millions de tonnes et produit chaque année près de 2,1 millions de tonnes. Rappelons que le Togo abrite également d'importants gisements de sel, de marbre et de pierres calcaires. Ce sont ces gisements de pierres de calcaire qui permettent de produire des ciments. Les autres minerais que produit le Togo sont la bauxite, le manganèse, le minerai de fer, le zinc entre autres, qui en 2021 représente 1,4% du PIB du pays. Les acteurs sociopolitiques sont préoccupés par les libertés fondamentales avant, pendant et après les élections. La Commission nationale des droits de l'homme et le ministère de l'administration territoriale ont décidé d'accorder leur violon autour de ces libertés à la veille des élections législatives et régionales d'avril. À quelques jours des prochaines élections législatives régionales, les organisations de défense des droits de l'homme s'interrogent sur les libertés fondamentales en période électorale. Selon elles, beaucoup d'obstacles entravent la pleine jouissance des libertés fondamentales, à savoir les libertés de réunion, d'association et de manifestation pacifique publique. Les périodes électorales étant celles de bouleversement des libertés fondamentales, les acteurs de la vie sociopolitique ont senti le besoin de s'accorder sur le minimum. L'initiative est portée par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le ministère des droits de l'homme et celui de l'administration territoriale. Pour les défenseurs des droits humains, il est du devoir de toutes les parties prenantes impliquées dans la protection des droits humains de donner toutes les chances aux prochaines élections d'être apaisées. Depuis quelques années, certains défenseurs des droits humains trouvent que les législations togolaises rétrécissent de plus en plus les libertés fondamentales. Un constat suivi de réactions diverses, certaines demandant même l'abrogation de certaines dispositions contenues dans les récentes modifications apportées à la loi sur les libertés fondamentales. Les populations de Doufelgo, Dongben et Loti sont de moins en moins vulnérables sur le plan sanitaire. L'utilisation des services sanitaires est en hausse. Elle a augmenté de 10% entre 2022 et 2023 selon le district sanitaire. Et Nyunam Anhyamble et Bernard Quinvy pour les détails.
Au Togo, le district sanitaire de Doufelgou a dressé le bilan des actions menées en 2023. Lors de sa revue annuelle tenue ce mois de février à Niamtougou, les principaux indicateurs de performance ont été passés en revue. Ainsi, le pourcentage des services sanitaires est passé de 82% en 2022 à 92% en 2023 et la couverture des consultations prénatales est passée de 54% en 2022 à 65% en 2023 par rapport au personnel qualifié dans le domaine sanitaire. Le taux de ces personnes qualifiées est passé de 59% en 2022 pour 76% en 2023. Dans le district sanitaire de Loti, les premières causes de fréquentation des formations sanitaires dans ce district sont liées à l'anémie et au paludisme grave. L'on note également une hausse du taux de consultation prénatale et une diminution des accouchements à domicile grâce au personnel qualifié dans les centres médico-sociaux. Il y a de cela quelques années, le pays disposait de peu de personnes qualifiées en matière de santé et cette insuffisance sanitaire se faisait sentir plus dans le domaine de l'accouchement et autres encore. Mais grâce aux formations, le Togo a finalement quitté cette phase par le renforcement du domaine. La lutte contre le paludisme au Togo demeure une préoccupation majeure en matière de santé publique et elle bénéficie d'un engagement soutenu impliquant des stratégies diverses et plusieurs partenariats pour atténuer l'impact de la maladie. Une approche collaborative entre autorités sanitaires, communautés locales et secteur privé est cruciale. D'autres précisions. Au Togo, la lutte contre le paludisme demeure une question de santé publique. Le paludisme, une maladie transmise par les moustiques, continue de représenter un défi majeur pour la population togolaise. Malgré les progrès réalisés, la maladie reste la principale cause de consultation dans les centres de santé du pays. Les autorités togolaises, les organisations partenaires et les entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour lutter contre le paludisme. Parmi ces stratégies, on retrouve la distribution de moustiquaires imprégnés, la sensibilisation de la population aux mesures de prévention, la fourniture d'un accès accru aux tests de dépistage et aux traitements efficaces, ainsi que des campagnes de pulvérisation d'insecticides. Réduire le taux de paludisme au Togo nécessite une approche holistique impliquant non seulement les autorités sanitaires, mais aussi la participation active des communautés locales, des organisations non gouvernementales et du secteur privé. La sensibilisation continue, l'accès aux soins de santé et l'engagement en faveur de l'élimination du paludisme demeurent des priorités clés. Il est essentiel que ces efforts se poursuivent afin d'atteindre l'objectif d'une réduction significative du paludisme au Togo. La mobilisation continue des ressources et des partenaires stratégiques est nécessaire pour renforcer les programmes existants et mettre en œuvre de nouvelles initiatives innovantes dans la lutte contre le paludisme. La page internationale à présent. Après 2 ans de captivité au Mali, 3 otages italiens, tous membres d'une même famille, ont atterri ce mardi à l'aéroport de Ciampino de Rome à bord d'un jet affrété par le gouvernement d'Italie. Ils sont accueillis par le ministre des Affaires étrangères. Plus de précisions dans ce qui suit. Après 2 ans de captivité au Mali, 3 otages italiens ont atterri mardi à l'aéroport Ciampino de Rome à bord d'un jet affrété par le gouvernement d'Italie. Ils sont accueillis par le ministre des Affaires étrangères. Tout se termine bien. Après près de 2 ans, ces 3 citoyens italiens qui ont été enlevés par des djihadistes sont de retour. Ils sont rentrés, ils sont en bonne santé. Maintenant, évidemment, ils vont passer par des tests et d'autres choses. Mais ils sont en bonne santé, ils pourraient rencontrer leurs parents. Le père et le fils Rocco et Giovanni, avec la mère Maria, ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont aussitôt embarqué pour Rome, retrouver le reste de la famille. Maintenant, je n'ai même pas de mots parce que l'émotion est si grande que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu.
Je suis très reconnaissant pour tout ce qui a été fait pour moi, pour ma famille. La famille de témoins de Jéhovah avait été enlevée depuis mai 2022 à Koutiala, au sud-est du Mali, un pays toujours sous l'emprise d'une insécurité liée au djihad islamiste. Ce mardi, le syndicat nigérien du travail a entamé une protestation de 2 jours à Lagos en réponse à l'inflation galopante et aux difficultés économiques. Les manifestants menacent de fermer des services clés. Agnès Sissi, présidente du Congrès du travail du Nigeria, déclare que les Nigériens ont faim. Suivons plutôt. Contre une inflation galopante, une dévaluation dévastatrice du naira par rapport au dollar, une économie au bord de l'asphyxie, les Nigérians prennent la rue. Mardi, le syndicat nigérien du travail a entamé une protestation de 2 jours à Lagos. Nigérians, aujourd'hui, levons-nous et disons à Monsieur le Président ce qu'il est censé entendre. Est-ce que nous devons dire à Monsieur le Président, les Nigérians ont faim. Il y a la faim dans le pays. Depuis plusieurs semaines, l'administration fédérale du Nigeria et la société civile n'ont pas réussi à trouver la juste mesure qui amortit la flambée des prix sur le marché. Si vous allez au marché aujourd'hui, que vous achetez un produit, que vous revenez le lendemain, le prix ne cesse de changer. Progression spectaculaire, plus de 300% de décembre à aujourd'hui. Impossible de continuer comme ça. Le gouvernement doit adopter maintenant une politique pour atténuer les souffrances et ramener l'inflation à un niveau minimal. Le salaire net ne suffit plus. Dès son entrée en fonction l'année dernière, le président Bola Tinubu a mis en place une série de politiques controversées, notamment la suppression des subventions au carburant et l'unification du taux de change multiple du pays, entraînant une dévaluation du naira par rapport au dollar. Et dans un contexte de crise économique mondiale, l'inflation ne s'arrête plus et les solutions se font attendre. Après 2 jours de discussion au Sénégal, la commission de dialogue national recommande la date du 2 juin pour le premier tour de la présidentielle juste avant l'hivernage comme promis par le président Macky Sall. Cependant, cette proposition suscite déjà des polémiques, l'opposition la jugeant illégale. Reportage. Qu'ils soient avec nous pour nous inspirer. Au Sénégal, après 2 jours de discussion, la commission de dialogue national suggère la date du 2 juin pour la tenue du premier tour des élections présidentielles, juste avant l'hivernage, comme promis par le président Macky Sall. Mardi, en clôture de ces assises nationales, boycottées par au moins 15 candidats de l'opposition, la commission a également recommandé au président Macky Sall de rester en fonction jusqu'à l'assermentation de son successeur. Excellence. Le mandat du président expire officiellement le 2 avril. La proposition fait déjà polémique avant même d'arriver sur la table de Macky Sall, qui prendra la décision finale. L'opposition la trouve illégale. Les élections étaient initialement prévues pour le 25 février dernier, mais le président Macky Sall avait jugé cette date intenable et proposé un report de 10 mois avec l'accord du Parlement. Une idée qui avait déclenché des troubles dans ce pays, considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest, une sous-région frappée par des coups d'État à répétition. Toujours au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a rouvert ses portes, accueillant à nouveau les étudiants. Elle avait été fermée en juin dernier suite à des actes de violence et de destruction en réaction à la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant politique Ousmane Sonko. Reportage. Ce n'est pas l'ambiance des grands jours ce lundi devant la faculté de lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sont certes physiquement de retour, mais ils doivent d'abord se réinscrire en ce mois de février pour leur année universitaire. Les cours doivent bientôt reprendre en présentiel, un retour à la normale qui laisse un goût amer à Gnima Badji, 19 ans.
nous sommes restés plus de 6 mois sans faire cours. Nous sommes venus reprendre les cours du deuxième semestre, des cours qui ont été totalement bâclés, si je peux le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas faire des cours dans une durée de 1 semaine. La semaine suivante, on nous demande de réviser et la semaine d'après, on nous demande de nous préparer pour des examens. Donc je peux dire que c'est une injustice. Les étudiants s'inquiètent. Est-il possible de rattraper cette année universitaire partiellement oblitérée? Le 1er juin dernier, l'opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison. Des manifestations éclatent à Dakar. L'université est le théâtre de violence et de destruction. Elle est fermée par les autorités. Un enseignement en ligne remplace progressivement les cours en présentiel, mais de nombreux étudiants les boycottent. Certains abandonnent leur cursus universitaire. L'université Cheikh Anta Diop est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest, avec 90 000 étudiants. Elle est traditionnellement un haut lieu de contestation politique au Sénégal. Ces 9 mois de fermeture sont vécus par ces jeunes comme une punition qui leur a été infligée par le pouvoir. Le calendrier politique ne doit pas dicter donc, le calendrier académique. Pourquoi ils ont fermé l'université? Donc pour des raisons purement politiques. Parce qu'on a vu, lorsque donc, le climat politique du pays a changé, donc tout le monde a su que l'université sera ouverte. Cette décision coïncide en effet avec différents gestes qui se veulent d'apaisement de la part des autorités, dans l'espoir de calmer la crise politique née du report de la présidentielle. Les professeurs, eux, sont satisfaits. Pendant des mois, ils ont tenté de retenir leurs étudiants, de donner cours en présentiel ailleurs, difficilement. On a enregistré, ça aussi il faut le noter, un taux important d'absentéisme, du fait que beaucoup ne pouvaient pas rejoindre peut-être les sites dédiés, ça c'est un fait. Alors, mais par rapport à la capacité aussi d'accueil, nous avons souffert, parce qu'aller faire un cours de TD par exemple dans une classe donc, de lycée Blaise Diagne, c'est pas la même chose que faire un cours de TD d'accord, à l'intérieur de la faculté. À noter, les résidences universitaires restent-elles fermées? Les étudiants qui ne sont pas originaires de Dakar et qui n'ont d'autres moyens de se loger dans la capitale demeurent donc sur la touche. Au Tchad, les élections présidentielles sont prévues pour le 6 mai et le 22 juin, avec des résultats provisoires attendus le 7 juillet. Les critiques craignent que la nouvelle constitution votée en décembre dernier ne renforce le pouvoir du chef de la junte qui peut maintenant se présenter à ces élections. Suivons plutôt. Au Tchad, le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 6 mai prochain et le second le 22 juin, selon l'Agence nationale de la gestion des élections. Les résultats provisoires sont prévus pour le 7 juillet dans le cadre d'une promesse de retour à la démocratie. Les autorités militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 avaient initialement promis des élections dans les 18 mois, mais le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, avait ensuite prolongé cette date jusqu'au 10 octobre 2024. En décembre, les Tchadiens ont voté en faveur d'une constitution qui, selon les critiques, pourrait contribuer à cimenter l'emprise du chef de la junte sur le pouvoir, car elle lui permettait d'être candidat à ces élections. Les candidats retenus par le Conseil constitutionnel seront connus le 24 mars. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.